Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Agriculture selon eux, un podcast de Terre et Territoire. Aujourd'hui, je vous propose la troisième partie de la rencontre avec Hervé Covès. Ingénieur agronome, il prône les pratiques agroécologiques pour restaurer la vie des sols via différentes méthodes. Dans cette troisième partie, toujours accompagné de Dominique Carrette et Yves Sprier, Hervé Covès aborde les sujets de l'eau, des changements sociétaux à opérer selon lui et le 6e rapport du GIEC. En ce moment, par exemple, il y a des manifestations pour les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Il se trouve que je suis de Sévrienne, donc moi je connais bien. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là Alors, qu'est-ce qu'on en pense en fait des méga-bassines? Quand vous travaillez sur une centaine d'hectares, que vous passez de 2% à 3% de matière organique, que vous augmentez de 1% le taux de matière organique de votre sol, en même temps, par hectare, ça fait 200 mètres cubes d'eau supplémentaires qui vont se stocker. Donc 200 fois 100, ça fait 20 000 mètres cubes d'eau pour 100 hectares. À 2% de matière organique, 40 000 mètres cubes d'eau. Ça sur 20-25 cm. Si vous mettez des arbres et que vous descendez à 50 cm au lieu de 20-25 cm, eh bien vous arrivez à 80 000 mètres cubes d'eau pour 100 hectares. C'est-à-dire qu'en plantant 40 à 80 arbres à l'hectare, alors certes, ça se fait pas tout de suite, il faut attendre que ces arbres poussent, et surtout il faut attendre qu'on les coupe, ces arbres, qu'on leur coupe la tête, qu'on les trogne, pour que on arriverait au même résultat, une méga-bassine de 80 000 mètres cubes, avec des arbres. Voilà. Donc, il y a une solution rapide, il y a une solution moins rapide. Une solution moins rapide. On a besoin de réserves d'eau pour arroser nos plantes. Toutes les projections du GIEC nous disent que si on veut faire du maïs dans le sud-ouest, on va être obligé d'arroser nos parcelles de 500 mm d'eau à 800 mm d'eau qu'il nous faut stocker en plus. Ici, on regardait même pour les cultures d'hiver, ce matin avec les étudiants, on regardait les besoins irrigation pour les cultures d'hiver, pour du blé, et les irrigations de printemps ou d'hiver. Parce qu'on a bien vu quand il y a des grandes périodes sèches, ça pousse pas. Donc si la pousse hivernale n'a pas lieu, c'est le rendement qui se compromet derrière. Chez nous, dans le sud-ouest, il y a déjà des gens qui arrosent couramment le blé, pour avoir une récolte. Bon. Donc, on a besoin de ces réserves d'eau. Si on les prélève directement dans les nappes, une année comme cette année où les nappes ne se reconstituent pas, la grosse crainte, c'est qu'il, dans des zones un peu côtières, il risque de se passer ce qui se passe déjà en Espagne, que la mer, quand on en Charente, on va pomper quelquefois 200 mètres de profondeur, alors qu'on est à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc si la nappe ne se reconstitue pas massivement en hiver pour retenir la mer hors du continent, nos nappes vont devenir salines et vont devenir saumâtres. Et ça, c'est un danger qui nous pose au nez si on n'est pas très vigilant sur ces choses-là. Bon, en France, la vigilance, il faut s'y rester très sérieux. On a plein de structures qui contrôlent, qui vérifient. La ressource en eau est un enjeu qui est pris en compte très très sérieusement. Mais j'avais rencontré un gars qui lui nous expliquait qu'en fait, la quantité d'eau qui est perdue dans les villes, simplement nous, dans les petites maisons particulières, à la maison, on a mis la réserve d'eau pour récupérer l'eau du toit. Toute l'eau qui tombe sur les villes, toute l'eau qui tombe sur les parkings, sur les routes, dans toutes les zones où la ville est devenue imperméabilisée, il s'était amusé à faire les calculs de cette eau qui était perdue, donc des villes, qui va directement dans les caniveaux, dans la Gironde, à Bordeaux et dans la mer. Et ben, toute cette eau qui est perdue, 70% de cette eau, ça correspond aux besoins d'irrigation de tout le département de la Gironde. Et donc, ces méga-bassines, s'il y avait des projets, j'allais dire intelligents, mais astucieux, c'est de réfléchir aux façons d'utiliser, de récupérer toute cette eau-là pour la stocker pour l'agriculture. Et là, les méga-bassines seront des choses intéressantes. Et puis également d'avoir des zones d'infiltration de cette eau pour recharger nos nappes phréatiques de toute cette eau qui aujourd'hui est complètement perdue. Toute eau devrait s'infiltrer dans le sol ou passer au travers d'une plante.
Hein. Aujourd'hui, cette eau, elle part directement à la mer. Et donc là, on a des voies de progression, de travail, et il y arrivera un jour où on sera heureux d'avoir des méga-bassines, et peut-être pour pouvoir continuer à avoir ne serait-ce que des cultures irriguées, donc des cultures d'été dans nos secteurs. Donc en plus, en fait, des changements à faire dans l'agriculture, selon vous, il y a aussi en fait tout un modèle de société à revoir. Mais complètement. Aujourd'hui, les agriculteurs, sur plein de trucs, sont les souffres-douleurs de la société. Hein, et donc, enfin, cette histoire, je veux pas dresser les gens les uns contre les autres, mais cette histoire de toute cette eau qui est perdue, qui ne s'infiltre pas, parce que nos villes, nos routes, que tous ces lieux sont imperméabilisés. Le long des routes, il y a des bassins de décantation, les autoroutes, ils font ces grands bassins, ça repénètre bien dans les nappes phréatiques. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour toutes les villes? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour toutes nos eaux grises, d'ailleurs? Hein, toutes les eaux qui sont pas trop changées en matière organique, elles pourraient très bien passer par des bassins de décantation, d'épuration, avec des arbres. Les sols sont d'excellents épurateurs d'eau, hein, et puis repénétrer et réapprovisionner nos nappes. Il y a des tas de choses qui peuvent être améliorées, à condition que tout le monde cherche à les améliorer et qu'on arrête d'opposer les gens les uns aux autres, quoi. Ce qui est non productif, ça fait des boucs émissaires, et souvent, les boucs émissaires, ils sont chez les plus modérés des gens. Les plus véhéments, ils sont protégés par la politique, les trucs, et ceux qui sont au milieu, ceux qui essaient de bien faire leur boulot, c'est ceux-là qui sont les boucs émissaires. Ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et donc, il faut faire preuve je crois, de beaucoup de patience les uns envers les autres, d'apprendre à faire ensemble, de prendre conseil les uns des autres, d'essayer d'enrichir nos approches respectives de tout ce qui peut permettre à toute notre société, toute notre civilisation d'apprendre à vivre un petit peu différemment. Mais alors après, ce projet agroécologique, Hervé, tu rêves, quoi. Hein, la vie est belle, tu vois, je raconte ça tout le temps, la vie est belle, mais tu rêves. Même au téléphone. Sur mon répondeur, c'est vrai, il y a ça. Bon pour envoyer C'est vraiment un mantra, en fait. Ah, ben ouais, mais je ne le dis jamais assez. Si je ne l'ai pas dit 50 fois dans ma journée, je trouve que j'ai raté ma journée. Non, Hervé, tu rêves. Et là, un beau jour, au mois d'avril 2022, sort le 6e rapport du GIEC. Ce 6e rapport du GIEC, on a tous entendu parler du premier tome. C'est celui qui nous explique à quelle température on va cuire. Hein. Alors il y a tous les scénarios sont savamment étudiés, plus 1 degré, plus 1.5, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, avec force, savoir, intelligence, et puis avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Alors est-ce que vous voulez cuire bleu, saignant, à point, bien cuit ou trop cramé? Voilà, on choisit le scénario et on voit les accompagnements à mettre autour. Hein. Ça, je le dis en rigolant, mais ce truc-là, toute la planète le connaît par cœur. Le deuxième tome, c'est celui qu'ont fait les économistes. Combien ça va coûter? Secteur d'activité par secteur d'activité, région de toutes les régions de tous les pays de la planète, région par région, ils ont évalué combien va coûter le réchauffement climatique. Et donc les tableaux qu'on a pu voir ce matin et les cartes sont tout issus de ce deuxième rapport, hein, de ce deuxième tome du moins du 6e rapport, sur voilà, le scénario 1.5, celui à plus 1,5 degré, ça va coûter tant, donc il faudra donc tant d'autres, enfin voilà. Tout ça c'est évalué économiquement. Mais le 3e tome, 3169 pages, je crois, il faudrait le vérifier. 3000 pages, c'est 6 ramettes de papier, quoi. Hein. Enfin, si c'est s'imprimé que d'un côté. On voit, c'est le carton de papier. Hein, ça, c'est toutes les solutions. Toutes les solutions. Alors, ces solutions, c'est quoi? C'est 28 000 unités de recherche, 28 000 bureaux d'études d'ingénieurs, 28 000 économistes, 28 000 des professionnels de l'agriculture, des professionnels de la forêt, de l'urbanisme, enfin de tous les secteurs d'activité qui existent, qui ont réfléchi ensemble. C'est plus de 600 000 personnes qui ont travaillé sur
les solutions à mettre en œuvre. Il n'y a jamais eu sur Terre un programme collaboratif aussi important dans lequel il y ait autant d'intelligence. Tout ce qui est là-dedans, il y a plein de propositions. Tous les gens qui ont voulu proposer des solutions ont été expertisés et ils n'ont gardé que ce qui était scientifiquement justifié, techniquement réalisable, qui était économiquement évalué et politiquement validé. Dire que, par exemple, le 14e chapitre des boîtes à outils n'a été signé que par les Américains et pas par la France, et donc il y a des mesures qui sont pas validées par tout le monde, mais qui sont pour certains continents ou pour certains pays, par exemple. Et donc il y a tout un chapitre aussi, ce qui est validé uniquement par l'Europe et pas par les Américains ou les Chinois, enfin, bon, les Chinois n'ont pas rien validé du tout, mais et là-dedans, il y a tout un chapitre pour l'agriculture, dans les mesures les plus efficaces pour l'agriculture, dont l'intitulé c'est agroécologie. Et là-dedans, ils disent couverts végétaux, non-travail du sol, des arbres, 40 à 80 arbres par hectare sur toute la surface agricole utile de l'Europe. Et ça, c'est chiffré. 40 à 80 arbres, ça rapporte à la communauté mondiale, en aménité, donc contre le réchauffement climatique, de l'ordre de 130 à 180 € par hectare et par an. Et donc, lorsqu'on aura fait prendre la mesure de ça, que nos politiques ont déjà pris la mesure de ça, parce qu'ils ont déjà validé ces choses-là, mais maintenant il faut rentrer tout ça dans le mettre en action, le mettre en œuvre. Et donc il va falloir modifier la loi, modifier les règlements d'application, modifier les façons de financer l'agriculture, que tous ces services écosystémiques, il va bien falloir aussi que ça apporte une rémunération objective qui permette de débloquer la situation. Mais il va aussi falloir maintenant, très rapidement, pouvoir expérimenter toutes ces choses-là. Alors expérimenter, c'est plus de la recherche fondamentale. Ça, ce volet-là, il est déjà fait, mais c'est de la mise en application. Dans la région, comment on fait pour cultiver avec 40 à 80 arbres dans ces parcelles? Quel arbre on choisit techniquement? Pourquoi celui-ci et pas celui-là? Comment on fait évoluer la génétique de nos plantes pour que ça fonctionne bien? Quel itinéraire technique, à partir du matériel que l'on a, comment on va faire évoluer? Et ce comment, c'est les agriculteurs qui peuvent le faire. Personne d'autre ne peut le faire en dehors de celui qui fait. Hein. Et donc c'est là tout l'enjeu et de ma venue ici et de l'accompagnement que je fais de ces groupes d'agriculteurs, c'est de donner des pistes, d'ouvrir des portes, pour qu'ensuite chaque groupe, et de le faire ensemble, ça c'est indispensable, parce que on va pas inventer tout seul, on va pas métamorphoser tout seul toute la planète, quoi. Hein. Faire ensemble pour apprendre des résultats, des échecs, des techniques, des moyens, de l'efficacité de ce que l'on fait et de l'évaluation technico-économique, hein, qui sera le seul truc qui fera qu'on fera ou qu'on fera pas. Mais on sait qu'il faut y aller. Et donc, c'est quoi les freins aujourd'hui alors? Parce qu'il y a quand même une résistance d'une partie des agriculteurs. Oui, c'est résistance, mais comme tout le temps, il y a toujours des résistances, mais il y a des gens qui font, quoi. Et appuyons, aidons, accompagnons ceux qui feront la démonstration que ça marche, que c'est possible. Il y a plein de gens qui y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ici, bien au contraire. Et ensuite, tout à l'heure, il y avait 300 jeunes dans l'amphi. Hein. Ils sont tous repartis avec la patate. Hein. Il faut apprendre à cultiver les pommes de terre comme ça. Hein. Ou alors, avec le réchauffement, c'est peut-être je sais pas, peut-être les Pays-Bas ou la Suède qui deviendra premier producteur de patates. Et ici, ce sera premier producteur de maïs. Et nous, dans le sud-ouest, on deviendra quoi? Alors, premier producteur de pois chiches, hein? Bon, peut-être. Nous, on veut continuer à faire du maïs, vous voulez continuer à faire des pommes de terre, et puis, je sais pas ce qu'ils produisent en Suède ou en Norvège, hein? Apprenons ensemble à faire, à nous conforter, à nous réconforter aussi en même temps, parce que chaque fois, le risque que l'on prend quand on démarre des nouveaux trucs est toujours important, et aujourd'hui, les financeurs, tous les casse-d'art qui sont là pour, même les agences de l'eau s'y mettent assez massivement pour réfléchir à ces questions-là, et donc réfléchir à ces questions-là, ça veut dire
que aujourd'hui, c'est quand même les pouvoirs publics qui sont prêts à assumer une partie de ce risque, en tout cas, de toutes les expérimentations à mettre en place, mais des expérimentations action, c'est-à-dire des choses où on fait, hein, on confie pas à un organisme de recherche ou à une station expérimentale l'idée de le faire, c'est qu'on le fait ensemble, avec plusieurs agriculteurs, avec une chambre d'agriculture dynamique, ou avec des groupes de techniciens dynamiques, ou avec un syndicat, ou avec une coopérative, enfin tout ce qui peut permettre de faire ensemble, et on avance, et on fait. Merci à Hervé Covès, Dominique Carrette et Yves Sprier pour cette interview. La suite de cette rencontre ainsi que les parties précédentes sont à retrouver sur Spotify, SoundCloud et le site de Terre et Territoire. Ce podcast a été réalisé par Églantine Puel, journaliste chez Terre et Territoire. Merci de l'avoir écouté.